Bonjour tout le monde. Donc, la première chose, je voudrais savoir qui dans la salle a suivi la conférence précédente. Est-ce que vous pourriez lever la main? Ok, une vaste majorité. Donc ça c'est bien, parce qu'on va pouvoir passer plus de temps sur les autres étapes, vu que moi aussi je voulais parler un petit peu, comme première étape, de la connaissance du public. Donc ça nous laissera plus de temps pour le reste. Donc, un petit préambule d'abord. Ensuite, les 10 étapes. La première, qui sera familière à ceux qui sont déjà restés pour la conférence précédente, identifier votre public. Ensuite, connaître vos objectifs. Choisir vos contenus, repenser vos contenants, sortir de l'écrit, penser aux réseaux sociaux, penser aux autres réseaux sociaux, on va voir la différence tout à l'heure, optimiser pour Google, bien entendu, raconter des histoires, très important, et enfin, rester simple. Et puis on aura une petite conclusion, et je pense qu'on va prendre tout le temps pour la conférence, mais je serai là après pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, venez me voir. Alors, en guise de préambule, il y a quelques années de ça, j'avais une connaissance qui était quelqu'un qui n'était pas du tout du même bord politique que moi, et un jour, pour mon anniversaire, il a une charmante petite attention pour moi, il m'offre un livre. Et en fait, c'était un livre qui parlait de ses idées politiques à lui, mais qui était très militant, très engagé, et pas du tout, en fait, intéressant pour moi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on fait des cadeaux à des gens qui sont des cadeaux qu'on aurait bien aimé avoir nous, et pas des cadeaux qu'eux auraient aimé avoir? Et en fait, souvent, avec la communication web, c'est la même chose. Les entreprises, surtout les PME et les TPE, où il y a généralement un chef d'entreprise qui est très fort, qui a une personnalité très forte, ont parfois tendance à trop penser à eux et pas assez à leur public. Or, si vous voulez communiquer, ce n'est pas vous-même que vous devez convaincre. En principe, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous travaillez pour une entreprise, vous savez que les produits ou les services que vous proposez à vos clients, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient professionnels, ce sont des bons services, sinon vous ne les proposeriez pas ou vous ne croyeriez pas dans l'entreprise, vous n'essayeriez pas de communiquer à son sujet. Donc ce n'est pas vous que vous devez convaincre, c'est votre public. Et pour ça, comme le disait le conférencier précédent, il faut connaître votre public. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est qu'on vit dans un moment merveilleux de l'histoire. On vit dans un moment où on n'a plus besoin, comme avant, de passer nécessairement, et là je ne fais pas ma pub, mais bon, par des agences de communication, des agences de publicité, les entreprises peuvent directement elles-mêmes gérer leur communication. Et ça, c'est grâce à Internet, c'est grâce à tous ces outils de réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux blogs, c'est grâce à la facilité de créer un site net. Et on se retrouve donc dans une position où, enfin, les entreprises sont elles-mêmes le média. Elles sont elles-mêmes le sujet et l'acteur de leur propre communication. Et ça, c'est merveilleux. C'est surtout merveilleux pour toutes les entreprises, justement les TPE et les PME, qui auparavant n'avaient pas accès à la possibilité de communiquer, simplement parce qu'elles n'avaient pas nécessairement les moyens qui correspondaient à cette communication. Aujourd'hui, avec relativement peu d'investissement, et il y a plein d'exemples, il est possible de se créer une notoriété importante sur le web, ou en tout cas suffisante pour avoir des clients et vivre. Et grandir, ce qui est encore mieux. Mais donc, le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Vers un meilleur contenu web ». Mais évidemment, la première question, c'est qu'est-ce que c'est un meilleur contenu web? Alors pour moi, un meilleur contenu web, c'est tout simplement un contenu qui vous permet de mieux rencontrer vos objectifs. Et donc, vous ne pourrez créer un meilleur contenu web que si vous connaissez vos objectifs et si vous les avez clairement définis. Alors, donc la première chose, avant même de parler de vos objectifs, c'est d'identifier votre public. À qui, vers qui communiquez-vous?
Alors, je vous mets une petite citation en anglais. Donc, le contenu des médias sociaux remarquables et le bon copy en matière de vente, c'est toujours la même chose. Ce sont des mots simples qui sont en fait conçus pour s'adresser aux besoins du lecteur, de l'auditeur ou du spectateur. C'est une chose importante, notamment le fait de rester simple, on va y revenir. Alors, votre public cible, on va passer ça relativement vite vu que vous avez déjà parlé en long et en large du public cible, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler aussi pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence précédente. La première chose, c'est quel est le rapport que vous entretenez avec ce public cible. Vous pouvez avoir plusieurs cibles, hein. C'est tout à fait logique. Vous pouvez communiquer vis-à-vis de clients, vous pouvez communiquer vis-à-vis de prospects, vous voulez communiquer vis-à-vis de clients, vis-à-vis de prospects, vous pouvez communiquer vis-à-vis de votre propre personnel, vous pouvez communiquer vis-à-vis des stakeholders, ça peut être la société de manière générale, ça peut être les décideurs politiques, ça peut être éventuellement les leaders syndicaux. Il est important d'identifier vers qui vous communiquez et aussi de comprendre que de nos jours, la communication est de moins en moins cloisonnée et qu'il est donc possible, il est donc important de penser au fait que, de toute manière, quand vous communiquez, cette communication, elle va parfois passer au-dessus de ces petites cloisons qu'on aimerait bien avoir. Vous communiquez vis-à-vis de votre personnel, vous faites une bourde. Cette bourde, elle peut se retrouver le jour même sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Ça, c'est une chose qu'il faut vous rappeler. Abandonnez le contrôle, abandonnez l'idée de tout contrôler, ça ne sert à rien. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. C'est votre société, c'est ce que vous faites, c'est le discours que vous tenez, et c'est le fait que vos actes soient congruents avec ce discours, qu'ils aillent dans la même direction. Après, le reste... Voilà, les erreurs, ça arrive. L'important, c'est de ne pas se focaliser dessus. Et l'important, c'est aussi de ne pas essayer de contrôler tout ça. Donc, quel est le rapport que vous avez avec votre public ou vos publics cibles? Première chose. Deuxièmement, parce que c'est important, quelle est sa catégorie socio-professionnelle? Je vais peut-être avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais effectivement, vous imaginez bien qu'on ne communique pas de la même manière vis-à-vis d'un ouvrier sur une chaîne de montage et vis-à-vis d'un avocat qui passe son temps à plaider des affaires super compliquées de droit intellectuel. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, ça veut dire simplement que vous ne vous adressez pas à eux avec les mêmes mots. Vous n'emploierez pas le même langage pour essayer de les convaincre. Donc il faut savoir quelle est la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous vous adressez et aussi quel est le niveau d'instruction de ce public. Est-ce que ce sont des gens qui ont fini leurs études secondaires? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait des études supérieures? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait des post-doctorats ou des doctorats ou des post-doctorats? Évidemment, leur niveau d'instruction va aussi déterminer la manière dont ils vont percevoir et comprendre vos textes. Ça ne sert à rien, justement, si on reprend l'idée, vous vous adressez, parce que par exemple, vous êtes une entreprise qui fabrique des outils, vous vous adressez à des ouvriers spécialisés sur des chaînes de montage, vous n'allez forcément pas employer le même langage que si vous vous adressez aux ingénieurs qui conçoivent les machines-outils sur lesquelles ces outils vont être montés. Il faut avoir une communication qui soit adaptée vis-à-vis des deux. Vous n'allez pas avoir le même message et vous n'allez pas avoir la même façon de le faire passer. Quels sont les centres d'intérêt de votre public? C'est également quelque chose d'extrêmement important. Et c'est parfois difficile quand on fait de la communication internationale, simplement parce qu'il faut s'assurer toujours que quand vous communiquez, vous employez des images, vous employez un langage, vous employez des métaphores qui soient compréhensibles par votre public. Si, par exemple, comme j'imagine, ça doit être le cas de pas mal d'entreprises, vous visez le marché français, il va falloir faire attention au belgicisme sur votre site. Parce que ça va être un facteur qui va peut-être vous décrédibiliser quelque peu. Si vous vous adressez au marché français, faites bien attention aussi à ne pas prendre des références qui soient uniquement belgo-belges dans votre communication, dans les exemples que vous prenez. Sinon, vous risquez de perdre votre public. C'est vraiment important de toujours se rappeler ça. Ça, c'est vraiment une chose fondamentale. Quelle est la connaissance qu'a votre public de votre domaine d'activité? Ça aussi, c'est quelque chose de crucial. Beaucoup de gens communiquent en pensant que les gens savent ce qu'ils savent.
C'est faux. Personne ne sait exactement ce que c'est les autres et personne ne sait exactement la même chose que tous les autres. On a tous une histoire différente, on a tous une culture, on a tous un background différent qui fait qu'on va comprendre les choses de manière différente. Et donc, la question qu'il faut se poser avant de commencer à communiquer, c'est « mais que c'est exactement mon public cible de ce que je fais ?» Est-ce que je vais devoir tout réexpliquer de A à Z ou est-ce qu'il y a déjà une connaissance? Si par exemple vous êtes une PME qui offre des logiciels de comptabilité et dont la cible principale est les fiduciaires, vous allez vous adresser à des gens qui sont déjà dans le métier de comptable et donc vous allez pouvoir employer toute une série de termes de jargon du métier qui seront par contre totalement obscurs aux chefs d'entreprise. Et si, simultanément, vous essayez de vendre votre logiciel à des chefs d'entreprise, si vous employez avec eux le langage que vous employez avec les comptables, vous allez peut-être les perdre. Peut-être pas, hein, peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont suffisamment versés en comptabilité pour comprendre, mais en tout cas, vous risquez de vous couper d'une partie de votre public. Donc, d'autre part, quels sont éventuellement les codes de communication de votre public? Si vous visez un public d'adolescents, quel est le langage qu'emploient les adolescents? Quels sont les petits trucs, les petits tics, les petits codes qu'ils ont entre eux et que vous allez pouvoir utiliser, sur lesquels vous allez pouvoir jouer? C'est important aussi parce que vous voulez que votre public s'identifie à ce que vous écrivez. Vous voulez que ce soit quelque chose qui lui parle émotionnellement. Pour que ça lui parle émotionnellement, vous devez avoir un langage qui est proche d'eux. Et le pire, quand on communique avec des ados, c'est d'employer un langage de jeunes qui ne soit pas un vrai langage de jeunes. Dire c'est catastrophe, là, c'est fini, vous avez perdu, vous êtes ringard. Donc c'est un exercice extrêmement délicat. Alors, une fois que vous connaissez votre public, vous pouvez déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que je vise exactement quand je m'adresse à mon public? Qu'est-ce que je veux obtenir? Pourquoi est-ce que je communique avec lui? Et quand vous définissez vos objectifs, pensez aussi dans le temps. Vous avez peut-être un objectif à long terme qui est d'augmenter de 150% votre chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. Ça fait 50% par an. C'est ambitieux, mais pourquoi pas? Mais si vous avez cet objectif-là, vous avez aussi dû décliner à un moment cet objectif de manière plus courte. Qui plus est, ça c'est un objectif qui ne dit rien sur la manière dont vous allez communiquer. Mais que ce soit pour les objectifs de votre entreprise ou pour vos objectifs de communication, il est important d'avoir à la fois une vision à long terme, une vision à moyen terme et une vision à court terme. Je vais de Bruxelles à Paris, ça c'est ma vision à long terme, hein, je suis à Bruxelles, je veux arriver à Paris. Ma vision à moyen terme, c'est que je dois passer, j'ai le choix entre prendre l'autoroute de Mons ou alors aller de l'autre côté. La vision à court terme, c'est voilà, ici à tel endroit, je prends à gauche et là je prends à droite et là je me mets sur la bande du milieu. Vos objectifs, ils doivent évidemment avoir un lien avec la stratégie menée par votre organisation. Vous avez décidé d'augmenter votre chiffre d'affaires de 150% sur les 3 prochaines années, parfait. Comment est-ce que vous allez y arriver? Quelles sont les étapes que vous allez mettre en place au niveau de l'entreprise? Et comment, vous, en tant que communicateur, pouvez-vous avoir développé une politique de communication qui soit en phase avec ces objectifs, qui soutienne ces objectifs? Alors ces objectifs, tous ceux qui ont suivi des cours de management auront un petit sourire, doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Une fois que vous avez fixé ces objectifs, et prenez le temps, écrivez-les, dites-vous, tiens, ça c'est mes objectifs à court terme, ça c'est mes objectifs à moyen terme, ça c'est mes objectifs à long terme, écrivez-les. Dites-vous, voilà, ça c'est ce que je veux. Les objectifs de l'entreprise d'un côté, et comment traduire ces objectifs en objectifs de communication de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à partir dans la bonne direction. Vous savez à la fois vers qui vous communiquez, et ça peut être différents publics, ça peut être à la fois les travailleurs de votre entreprise, ça peut être à la fois vos clients, ça peut être vos prospects,
Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, si votre entreprise est active sur le domaine des marchés publics, mais ça peut être aussi les autorités, ça peut être les niveaux de pouvoir auxquels vous avez envie de vous adresser parce que vous voulez répondre à des appels d'offres émanant de ces niveaux de pouvoir. Une fois que vous avez vos publics cibles et les objectifs de communication qui sont liés à ces publics cibles, vous pouvez commencer la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est choisir les contenus qui vont accompagner ces objectifs. Alors, c'est une phrase que j'adore. Publiez du contenu qui montre à vos acheteurs potentiels que vous comprenez leurs problèmes, que vous pouvez leur montrer comment les résoudre. Ça, c'est la clé pour construire votre crédibilité. Lorsque vous publiez du contenu sur le web, c'est en général ce que vous faites, c'est construire de la crédibilité. Ça, c'est vraiment la première étape. Il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer sur votre site web tout de suite et qui va se dire « Ah, bah lui, je vais acheter ses produits, c'est génial ». Ça peut arriver, hein, mais enfin, c'est pas la règle. Ce qui va se passer, c'est que des gens vont arriver sur votre site, et ils peuvent arriver pour plein de raisons. Et ils peuvent notamment aussi arriver sur votre site parce que un collègue, un confrère, un concurrent leur a parlé de vos services. Et il leur a dit, ça c'est l'idéal évidemment, la situation idéale, quelqu'un leur a dit, bon bah écoute, tu peux faire appel à cette société parce que vraiment, moi j'ai totale confiance en eux, ça fait 3 ans que je travaille avec eux, j'ai jamais eu à me plaindre, ils sont impeccables. Que va faire la personne qui entend ça? L'un des premiers réflexes qu'elle va avoir, c'est d'aller voir le site web de l'entreprise en question. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bon, ça c'est ma théorie, hein, je n'ai pas validé ça par des grandes études psychologiques, mais je pense qu'on fait ça parce qu'on le fait tous, parce qu'on a envie de faire appel à quelqu'un, pas juste parce que quelqu'un d'autre nous l'a recommandé, mais parce que, en plus de cette recommandation, nous-mêmes, en découvrant un peu qui est cette société, ce qu'elle fait, on s'est dit « Ah bah oui, finalement, il pourrait quand même bien correspondre à ce dont j'ai besoin, et il pourrait peut-être bien m'apporter les services dont j'ai besoin. » Et c'est ça, construire de la crédibilité. C'est vous dire, tiens, dans ma communication sur le web, je montre qui je suis, enfin qui mon organisation est, ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait. Et éventuellement, en plus, comment ses clients sont super contents de ce qu'elle fait. Donc pour choisir vos contenus, vous devez vous demander quels sont les sujets que vous voulez aborder, mais aussi, et c'est très important, quels sont les sujets que vous avez envie de laisser de côté. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous ne souhaitez pas communiquer. Parmi mes clients, j'ai une banque qui donc a démarré un blog. Ils ont décidé d'une série de sujets sur lesquels ils voulaient effectivement communiquer, mais aussi qu'il y a toute une série d'autres sujets sur lesquels ils ne voulaient pas communiquer. Parce que même si ça préoccupait leurs clients éventuels, ce n'était pas le cœur de leur activité, ce n'était pas le cœur de leur service, donc ils se sont dit, ça, là-dessus, on ne va pas communiquer. Ça ne sert à rien. D'abord, pour commencer, on est en terrain moins connu, puisque ce n'est pas notre cœur d'activité. Et puis d'autre part, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de communiquer sur les choses qu'on fait, pas sur celles qu'on ne fait pas, ou qu'on fait peu. Et donc, vous devez aussi vous poser la question, voilà, quelles sont les choses que je fais sur lesquelles j'ai envie de communiquer? Et quelles choses que je fais, quelles sont les choses que je fais sur lesquelles je n'ai pas envie de communiquer, et quelles sont les choses que je ne fais pas et sur lesquelles je n'ai pas envie de communiquer? Après, il y a plein de techniques pour décider de ça. Notamment, vous pouvez vous faire simplement un petit brainstorming tranquillement dans votre entreprise, entre collaborateurs, en impliquant d'autres gens pour essayer d'avoir une vision la plus large possible de ce que fait votre entreprise. Puis vous pouvez jouer avec un flip chart, avec des post-it. Il y a plein de techniques de brainstorming. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais pour vous demander quel sujet aborder, comme je disais, il faut penser à vos domaines d'expertise. Il faut penser aussi à la manière dont vous voulez vous différencier. Et ça, c'est quelque chose que toutes les entreprises savent. Et je suis toujours étonné, favorablement. La plupart du temps, quand des entreprises viennent me demander « bon ben voilà, on aimerait bien communiquer, comment est-ce qu'on fait, etc. etc. » La première chose que je leur dis, c'est « vous savez, vous êtes les seuls à savoir vraiment qui vous êtes et ce que vous faites.
Moi, je ne peux pas le deviner pour vous. Je ne suis pas dans votre entreprise, je ne vis pas votre entreprise, je ne l'ai pas créée si je parle au créateur. Vous, vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre marché, vous connaissez vos concurrents, vous savez pourquoi ce que vous offrez est mieux, vous savez quand ce que vous offrez est moins bien aussi, vous savez quel est le public auquel vous vous adressez et pourquoi, vis-à-vis de ce public-là, choisir votre entreprise ou votre organisation est la meilleure chose à faire. Et ça, vous devez le savoir. Écrivez-le. Prenez un peu de temps, écrivez-le. Dites-vous, tiens, voilà, ça c'est mes concurrents, machin, bidule, etc. Ça, c'est ce que je fais mieux. Parce que c'est là-dessus que vous avez envie de communiquer, évidemment. C'est sur ce que vous faites mieux. Parce que c'est là-dessus que vous allez construire votre crédibilité. Une autre question que vous devez vous poser, c'est que veut savoir mon public cible? Quand il vient sur mon site, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il veut des informations sur mes produits? Est-ce qu'il veut des solutions? Est-ce qu'il veut avoir confirmation du fait qu'il a affaire à un expert dans son domaine? Est-ce qu'il a encore d'autres besoins? C'est une question qu'il faut se poser. Encore une fois, on revient à l'idée de départ. Vous avez un public cible. Si vous avez clairement identifié, enfin un ou plusieurs, si vous avez clairement identifié qui sont ces publics cibles, en principe, vous devez savoir aussi quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs besoins, pourquoi ils viennent vous voir. Ou en tout cas, se renseigner sur vous. Et puis évidemment, nous vivons dans un âge où Google est devenu omniprésent, surtout en Europe. Aux États-Unis, Microsoft, avec son moteur de recherche Bing, a une part de marché qui représente un peu plus de 30% d'après les derniers chiffres que j'ai eu l'occasion de lire. Donc ça vaut éventuellement la peine de s'intéresser à eux. En Europe, on est largement au-dessus des 90% pour la part de marché de Google dans les outils de recherche. Et donc évidemment, vous intéressez aux mots-clés. Je suppose que tout le monde sait ce que ça veut dire SEO. Hein. Je ne suis pas en train de parler jargon là justement. Ça va, c'est clair pour tout le monde ou pas? Non? Alors SEO en anglais, ça veut dire Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, qui connaît la manière dont fonctionne Google? Levez un peu la main que je vois. Ok, qui ne la connaît pas? Okay. Alors on va prendre 2 petites secondes pour ceux qui ne la connaissent pas, ça fera un rappel pour les autres. Google fonctionne, vous le savez, hein, vous arrivez sur Google, vous tapez une question, vous tapez des mots dans le petit moteur de recherche et Google, sur base d'un algorithme très complexe, décide qu'une série de sites internet contiennent les mots que vous avez tapés et peuvent éventuellement correspondre à ce que vous recherchez. C'est un truc assez fabuleux d'ailleurs. Hein. Je me rappelle l'arrivée de Google il y a, je ne sais plus maintenant, au moins une dizaine d'années, si pas plus. Avant ça, les moteurs de recherche étaient beaucoup moins efficaces. Ces gars ont trouvé un moyen de créer un logiciel, une formule mathématique pour vous aider à trouver le site internet que vous cherchez. C'est génial. Et donc maintenant, toutes les entreprises essayent d'être bien référencées dans Google, c'est-à-dire de faire en sorte que Google sorte leur nom de préférence en tête des résultats de recherche. Alors soit vous le faites en payant Google pour le faire, soit vous le faites par ce qu'on appelle le référencement naturel. Et c'est ça le SEO, c'est-à-dire mettre suffisamment de mots-clés à suffisamment d'endroits stratégiques dans vos textes, dans vos vidéos, dans ce qu'on appelle les tags, qui sont des choses qui sont invisibles sur la page, mais qui permettent au moteur de recherche d'indexer la page, donc de lui attribuer une valeur sur base de certains mots-clés. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Ça m'arrive parfois. Hein, mais... Vous voyez, ça c'est le truc aussi. Entre parenthèses, pour ce qui est de la partie écrire, faites des phrases courtes. C'est bien. Quand vous parlez, faites des phrases courtes aussi, parce que quand vous faites des phrases longues, vous perdez le fil de vos pensées. Donc, c'est vraiment plus ce que je disais, hein, ça va vraiment mal. C'est pas grave. Donc, ah oui, c'est ça, les mots-clés. Merci. Ouf. Et donc, savoir quels sont les mots-clés sur lesquels vous avez envie que Google identifie votre entreprise, c'est évidemment important. Après, il y a d'excellents livres qui sont consacrés à ce genre de problématiques, et notamment dans la série pour les nuls, il y a le référencement SEO pour les nuls, qui est un très très bon bouquin, très pédagogique, pas mal expliqué, comme toute la série pour les nuls d'ailleurs.
qui est vraiment, vraiment très bien. Donc je vous le conseille vivement. Et enfin, vous devez penser aussi parfois à ce qu'on appelle le newsjacking. Alors le newsjacking, c'est un terme qui a été inventé par un spécialiste de la communication américain qui s'appelle David Meerman Scott. Ça consiste à profiter de l'actualité pour faire mousser autour de votre société. L'exemple que David Meerman Scott cite pour la première fois qu'il a développé ce concept, c'est une société australienne, société d'assurance, en l'occurrence un truc genre Europe-Assistance mais en Australie, qui a profité de la venue du prince Charles en Australie il y a quelques années pour proposer au prince Charles gratuitement une assistance voyage tant qu'il était sur le sol australien. Alors, j'imagine bien que la couronne d'Angleterre avait dû déjà prévoir le coup et qu'il était relativement bien assuré. En attendant, eux ont fait un super coup médiatique en faisant une conférence de presse en disant voilà, on offre un petit certificat au prince Charles. Et de cette manière, ils ont réussi à faire parler d'eux sans acheter de gigantesques espaces publicitaires qui coûtent super cher, simplement en étant à la une des journaux. Ou même à la 2 ou à la 3, hein, c'est pas tellement important, mais ils étaient dans les journaux et on parlait d'eux. Ça, c'est le concept de newsjacking, c'est réfléchir et vous dire, tiens, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité sur lesquels moi j'aimerais bien rebondir, ou nous on aimerait bien rebondir, quand quelque chose se passe, en se disant, bah, peut-être que ça va faire parler de nous à ce moment-là. Et donc, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous, dites-vous, il y a plein d'occasions de communiquer. Vous pouvez en profiter. Alors, après avoir pensé à vos contenus, pensez ou repensez à vos contenants. La forme, c'est très important. Le fond, c'est crucial. Hein, si vous avez de la forme sans fond, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez du fond sans forme, ça n'a aucun intérêt non plus. Je suppose que vous êtes tous tombés sur des articles dans des blogs ou sur des magazines où rien que d'ouvrir le truc, vous êtes déjà en train de vous dire « Oh, j'ai pas envie de lire. C'est tout petit, il n'y a pas d'image. Oui, il n'y a pas d'image, ça fait crétin, mais c'est vrai. Vous n'avez pas d'image, qu'est-ce qui se passe? Le texte ne respire pas. Vous n'avez pas d'endroit où poser le regard. Vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans parce que vous vous dites « il n'y a pas d'endroit où se reposer ». Ça ne vit pas. Et donc la mise en page, et les gens qui font des magazines le savent bien, la mise en page est importante. Et cette mise en page, et on revient encore une fois à ce que je disais au début, elle dépend aussi de votre public cible. Je suppose que vous avez remarqué que Trends Tendance et Femmes Actuelles n'ont pas tout à fait la même mise en page. Mais c'est normal, on ne s'adresse pas au même public. Les gens qui lisent Femmes Actuelles, ils ont envie quoi, d'articles frais, d'articles légers, qui sont relativement vite lus, pas d'une analyse en profondeur sur les tendances de l'économie wallonne pour les 5 prochaines années, qui eux doivent être un peu plus, doivent donner l'impression d'être un peu plus scientifiques, avec des jolis graphiques, avec des photos qui sont bien ciblées, et avec un texte sur lequel on puisse s'accrocher. Les contenants, c'est fondamental. D'autant que, de nos jours, Twitter, 140 caractères, les petites vidéos que vous regardez sur YouTube, en tout cas celles que vous regardez jusqu'au bout, elles font 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Les gens ont de moins en moins d'attention à consacrer à ce que vous êtes en train de leur dire. Donc, ne leur collez pas une tartine comme ça ne sert à rien. Ne leur mettez pas une vidéo de 50 minutes, ça ne sert à rien non plus, ils ne la regarderont pas. Si intéressante soit-elle, hein, ces gens se disent 50 minutes sur ma journée, je ne peux pas. J'arrive sur une page, je me dis tiens, ça a l'air intéressant. Ça vous est déjà arrivé aussi sûrement. Hein. Vous voyez quelqu'un qui partage sur Facebook un article, il y a la petite photo, il y a le petit texte qui décrit ce qu'il y a dans l'article, vous dites tiens, ça a l'air intéressant, d'autant qu'il y a un commentaire de machin qui dit que c'est bien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page, là, la tartine. Et là, tout de suite, vous faites bon, clic, je ferme, on y retournera plus tard éventuellement. Il y a des outils très chouettes pour ça, hein, genre Instapaper et compagnie, qui vous permettent de garder une page en mémoire en vous disant « je la relirai plus tard ». Moi j'ai remarqué qu'Instapaper, en tout cas en ce qui me concernait, c'était un truc pour me sentir moins mal quand je ne regardais pas un contenu. Je me dis « hop, ça c'est dans la poubelle », mais en fait c'est pas vraiment la poubelle, un jour je vais aller le regarder, mais en fait je regarde jamais mon compte Instapaper. Mais au moins je me sens bien et je me dis que quand même non, j'ai pas raté, parce qu'un jour je vais le refaire. En attendant,
le problème est le même. La personne qui a écrit ce texte l'a écrit pour rien. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, il a peut-être été lu par plein d'autres gens. Hein. Mais vous devez penser à ça. Vous devez vous dire, les gens qui viennent vous lire, les gens qui font l'effort de venir jusqu'à votre site, une fois qu'ils y sont, c'est pas gagné. Il faut qu'ils restent. Et pour qu'ils restent, le contenant est important. Alors, vous devez penser, et là, je parle en termes de texte, à la longueur de votre texte et à la forme qu'il prend. Mais vous devez aussi, et c'est très important, penser à ce que les journalistes appellent l'attirail. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme. L'attirail, c'est tout ce qui est le titre, ce qu'on appelle le chapeau, vous voyez, ce truc en caractère gras qu'il y a généralement en dessous du titre qui explique un petit peu ce qu'il y a dans l'article. Et puis, à l'intérieur de l'article, les petits intertitres qui vous permettent d'avoir une petite respiration et de couper le texte en petits paragraphes qui ont l'air un peu plus digestes. Que vous avez déjà vu des textes sans intertitres, c'est horrible. Hein, c'est une espèce de gros bloc et il n'y a rien, et on ne sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas où il y a des pauses. L'intérêt, c'est de ménager des pauses au lecteur, lui laisser le temps. Et aussi, les intertitres, parfois, ça vous est sûrement déjà arrivé aussi. Vous arrivez dans un magazine, et en fait, ce qui attire votre regard, ce n'est pas le titre, c'est un intertitre quelque part qui dit quelque chose qui vous interpelle. Et vous allez lire ce petit morceau-là, et puis vous dites, oh ben, tant que j'y ai, je vais lire tant que j'y suis, je vais lire le début de l'article aussi, et peut-être même la fin. Parfois aussi, si vous êtes dans un magazine, vous avez ce qu'on appelle des encadrés. Hein, c'est des endroits qui sont encadrés en général, ou dans une autre couleur. Et parfois, vous arrivez à lire l'article parce qu'il y a quelque chose dans l'encadré, ça peut être un témoignage de quelqu'un que vous connaissez, ou un témoignage tout court parce que vous aimez bien les témoignages, ou une explication sur quelque chose d'annexe par rapport à l'article, mais qui va vous amener à rester sur l'article et à rester sur la page. Vous pouvez très bien refaire la même chose avec le web. Hein. Vous pouvez créer des petits encadrés, on va voir un petit exemple tout à l'heure. Donc il y avait le titre, le chapeau. Alors, l'espacement des intertitres aussi, c'est important de vous dire, tiens, je vais créer un contenant, on va dire, tous les 500 caractères, tous les 1000 caractères, on va mettre un espace. Alors, je vous recommande de mesurer en caractères espace compris. Vous avez tout ça, hein. Vous allez dans Word, outils, statistiques, et là vous avez toutes les statistiques sur votre texte, sa longueur en mots, en phrases, en paragraphes, et surtout sa longueur en caractères, espace compris. Ça, c'est la seule mesure qui est totalement indépendante, parce que vous comptez en mots, je, c'est un mot, anticonstitutionnellement, c'est un autre mot. 300 mots du type je et 300 mots du type anticonstitutionnellement, on n'est pas sur la même longueur de texte. Hein. Par contre, si on vous dit le texte fait 3000 signes, ça fait à peu près une page A3. Donc là, vous savez exactement à quoi vous en tenir, et vous pouvez dire à ce moment-là, ok, j'ai 3000 signes, j'ai une page A3, je veux que ça soit aéré, je vais mettre 6 intertitres, et ben voilà, un intertitre tous les 500 signes, le problème est réglé. Vous avez un début, un embryon de réflexion sur la mise en page, qui vous permet d'aérer vos textes. En plus, c'est bien, ça permet de relancer le lecteur, et ça sert de ce qu'on appelle le point d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans vos textes, pas par le suivi linéaire, où on lit colonne par colonne, où on lit éventuellement verticalement, mais tout d'un coup, ils vont scanner, hein, les lecteurs font ça, ils arrivent sur une page, ils scannent, leur regard fait tchit, 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 à travers la page, et peut-être que c'est quelque chose au milieu de la page qui va attirer leur regard. C'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ce qu'on appelle des exergues, c'est-à-dire des petits morceaux de texte qui sont pris et qui sont mis en plus grand à certains endroits dans le texte. C'est relativement facile à faire dans la plupart des éditeurs web de nos jours, notamment dans WordPress, si vous avez une feuille de style qui est suffisamment bien conçue. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de construire ce que j'appelle des éléments récurrents et des gimmicks. On va y venir plus en détail avec l'exemple qui va arriver dans 30 secondes. Voilà. Alors ça, c'est un texte qui est issu d'une newsletter, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui émane d'une société qui s'appelle Indicator, qui fait en fait des petites newsletters fiscales, comptables, sociales, etc., à l'intention principalement des chefs d'entreprise, justement PME et TPE, et qui parle donc en général de sujets assez rébarbatifs, hein, du genre « Tiens, mais quand exactement suis-je soumis à la cotisation sociale sur les commissions secrètes de 309%, qui est une question que tout le monde a dû se poser un jour, ou pas. Les chefs d'entreprise seront peut-être déjà un peu plus familiers avec ça, parce que c'est le moment où on se dit « Non d'un chien, le contrôleur fiscal, si j'ai été au restaurant avec ma femme et qu'il le découvre, est-ce que je vais être taxé à 309% sur les frais de restaurant ?» Parce que c'est ça.
Alors si vous voyez, j'ai mis des petites flèches pour la facilité. Première petite flèche, vous avez un point d'interrogation après le titre. C'est quelque chose de quasi systématique dans la newsletter d'Indicator. Il commence par une question. Leur titre est une question. Ça, c'est ce que j'appelle un gimmick. C'est un élément qui revient, qui est récurrent, et qui fait que le lecteur, finalement, sait à quoi s'attendre. Alors si vous regardez, ensuite, il y a ce qu'on appelle le chapeau, donc la partie en caractère gras. Ce chapeau, en fait, chez eux, il explique de manière plus approfondie la question qui était posée dans le titre. Et alors vous avez un anti-chapeau, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ici en dessous, qui est en fait un résumé de la réponse à la question qui est développée entre ces deux blocs. Et donc le lecteur qui arrive sur la page, ou qui lit le magazine, parce que le magazine est plus ou moins formaté de la même manière, il a la question, il a une définition de la question, il a la réponse. Et après, si ça l'intéresse d'aller plus en détail, de se dire tiens, pourquoi est-ce que c'est cette réponse-là, il a les explications. Et au milieu des explications, il y a encore, à la fin de l'explication plutôt, il y a toujours un titre conseil 1, conseil 2, conseil 3, ça dépend combien de conseils il donne, qui sont des conseils pratiques à mettre en œuvre pour éviter, par exemple, de se faire taxer à 309% sur certaines dépenses. Donc vous voyez, ça c'est un exemple, par exemple, de mise en page. Et vous pouvez le décider aussi vous-même. L'idéal, c'est de fouiller à gauche, à droite, de regarder dans les textes, dans les magazines que vous aimez bien lire. Tiens, mais comment est-ce qu'elle est faite cette mise en page? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai envie de revenir là-dessus? Alors vous pouvez décider de différents formats, de différents contenants. Vous pouvez vous dire, tiens, on va faire un format d'article, ça va être un truc très court, 1000 caractères, avec une phrase choc, un mini chapeau, et puis un petit texte en 5 paragraphes. Et chaque paragraphe est une question ou un conseil, et on les numérote chaque fois. Pourquoi pas? Quand Sarah Tillens m'a contacté pour la conférence, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais parler de contenu web, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis dit, tiens, on va dire un meilleur contenu web en 10 étapes. Et je vais structurer la présentation comme ça tout le monde sait où on en est, il y a 10 étapes, donc on sait à quelle étape on est, on sait, c'est la numéro 4 pour l'instant, et on sait à quoi s'attendre. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez les vidéos de Cyprien sur YouTube. C'est un jeune qui fait des vidéos comiques. Même chose. Lui, ce qu'il a décidé, c'est qu'il y a une série d'éléments qui sont récurrents, c'est-à-dire qu'il joue avec les codes de la vidéo, où là, il se remet en scène, et puis il utilise des messages d'erreur de Windows que tout le monde a déjà vu une fois ou une autre dans sa vie. À un moment, il pose une question, clac, la question apparaît directement réécrite à côté. Un autre exemple de vidéo avec plein de gimmicks, c'est les vidéos de Bref qui ont été publiées par Canal+. Je suppose que tout le monde connaît. Mais c'est la même chose. Vous avez, dans la seconde qui démarre la vidéo, vous savez déjà que vous avez affaire à une vidéo de Bref. C'est génial comme branding, hein? Imaginez que vous arriviez à concevoir un format de vidéo où ça commence et au bout de la première seconde, les gens savent que c'est une vidéo de votre boîte. Ça arrive, hein? Il y a une société qui s'appelle BlendTech aux États-Unis qui a fait exactement ça. Ces gars fabriquent des blenders, c'est-à-dire des machines à faire des smoothies. Des blenders qui sont soit semi-professionnels, soit professionnels, donc des machines assez chères. Ces gars ont créé une série vidéo qui s'appelle Will It Blend? Est-ce qu'on peut en faire un smoothie? Dans laquelle ils essayent de faire des smoothies avec un iPhone. Si, vraiment, vous regardez la vidéo, vous mettez Will It Blend iPhone, et vous allez voir, il a testé ça sur l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 4G, l'iPhone 5. Il a essayé ça sur l'iPad aussi. Il a fait ça avec des balles de golf, avec des poulets surgelés et du coca, enfin, plein de trucs complètement absurdes. Mais l'intérêt, c'est quoi, évidemment? C'est que, de un, ça commence par un truc, une espèce de musique super ringarde, parce qu'en plus, ils ont des codes d'images qui sont super ringards, mais c'est fait exprès. C'est vraiment très bien fait. L'intérêt, évidemment, de la vidéo ici, c'est qu'elle est calibrée pour démontrer quoi? Eh bien, que les blenders de la firme BlendTech, ce sont des trucs, mais solides de chez solide. Vous passez un iPhone dedans, il en fait de la purée, et après les lames sont intactes et il continue à fonctionner. C'est génial comme pub. Ce type a réussi à prouver à tous les gens qui regardent sa vidéo que ses produits sont bons. Ça lui a permis de quintupler son chiffre d'affaires, si je me rappelle bien. Donc, ce sont des choses qui marchent.
Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a bien calibré sa communication. Il s'est dit, tiens, vers qui est-ce que je communique? Qu'est-ce que je dois leur véhiculer comme information sur mes produits? Quelle est la différenciation de mes produits par rapport à la concurrence? C'est que mes produits sont indestructibles. Et je le démontre en mettant n'importe quoi dedans, et ça marche. Alors, une chose qui est aussi très importante, c'est que si vous faites ça, si vous vous fixez plusieurs types de contenants, vous allez vous fixer des contraintes. Et pour ceux qui sont familiers avec le travail créatif, la contrainte, en fait, elle stimule la créativité. Lorsque vous avez cadré votre travail créatif, c'est déjà beaucoup plus facile de créer. Si vous créez un format d'article très calibré comme celui qu'on a vu, ça devient beaucoup plus facile. On va dire, tiens, je vais écrire un article sur la cotisation spéciale de 309%, si jamais ça vous passe par la tête. Vous vous dites ça, l'instant d'après, ou sur n'importe quel autre sujet, vous vous dites, bon, ok, après, comment je fais? Il faut faire un plan, etc., etc. Il y a plein de... J'écris un très beau livre là-dessus, donc je vous le conseille vivement. Il va sortir en mai, ça s'appelle « Marketer son écriture ». Et ça explique notamment comment concevoir un plan et concevoir un contenu et écrire de manière plus lisible. Ce qui est important quand vous avez déjà un truc aussi cadré, c'est qu'en fait ça vous aide dans votre travail de création de contenu. Vous savez que vous allez devoir dire quelque chose comme ça, et puis quelque chose dans ce sens-là, et puis quelque chose dans ce sens-là, et en fait vous avez tous vos petits Legos, et il n'y a plus qu'à faire la petite maison avec. C'est beaucoup plus simple que de partir de rien. Et c'est ça l'intérêt aussi de penser ces contenants, c'est de se dire, ok, j'ai une série de formats à ma disposition, j'en ai défini 3 ou 4, et lorsque je pense à un sujet, je me concentre sur ce format, sur mes formats, je fais ma liste de formats, je me dis, tiens, ce sujet-là conviendrait bien à ce format-là, et si mon format est bien cadré, mon travail de création de contenu va prendre beaucoup moins de temps. Si vous faites appel à des créatifs externes, à des copies, à des journalistes, peu importe, vous avez aussi un briefing plus clair à leur transmettre. Vous leur dites, ok, ce que tu vas m'écrire, ça doit s'insérer là-dedans. Alors ça, c'est la structure, ça, c'est ce qu'il faut dedans comme type de contenu, ça, c'est ce qu'il faut comme longueur, etc., etc. L'article va revenir, il va ressembler à ce que vous avez envie d'avoir. Et ça, c'est important aussi, évidemment, parce que vous perdez beaucoup moins de temps. Le journaliste aussi, d'ailleurs. Il trouvera ça beaucoup plus confortable. Moi, je trouve ça très confortable quand il y a des gens qui me commandent des contenus et que j'ai un briefing de 2 pages pour bien comprendre ce que je dois faire. Mais c'est bien, après, on est sur des rails, ça va tout seul pour créer. Et c'est ça qui est intéressant. La contrainte libère la créativité. Fixez-vous des contraintes. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Perec, le romancier. Ce type a écrit un bouquin de 500 pages sans employer une seule fois la lettre E. Ça s'appelle « La disparition ». Il s'est fixé une contrainte incroyable. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'évidemment, au début, vous lisez le bouquin, vous dites « Ah tiens, c'est marrant, il n'y a pas la lettre E ». Puis vous essayez de voir s'il n'en a quand même pas oublié une. Et puis après une dizaine, quinzaine de pages, vous êtes pris par l'histoire. Et au bout d'un moment, vous vous rendez même plus compte qu'il y avait cette lettre E. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce type a réussi à devenir extrêmement créatif en se fixant une contrainte qui est extrêmement dure à respecter. Après, il a fait mieux, il a écrit Les Revenantes. Donc le premier s'appelait La disparition. Son second bouquin s'appelle Les Revenantes. Et là, c'est un bouquin avec que la lettre E. Comme voyelle. Il y a pas quand même des consonnes un peu, parce que sinon c'est long. C'est un peu extrême, mais c'est la preuve aussi que la contrainte peut aider à stimuler un travail créatif, à le diriger dans une direction. Alors, autre chose, autre conseil important, sortez de l'écrit. Vous pouvez écrire de superbes textes sur votre blog, c'est bien, mais vous pouvez aussi y mettre des vidéos. Vous pouvez y mettre des infographies. Vous pouvez y mettre des illustrations. Rien ne vous empêche de faire appel. Il y en a de plus en plus sur le web, des dessinateurs qui écrivent des petits dessins basés sur un briefing que vous leur donnez. Ça peut être génial pour soutenir une communication. Vous décidez, plutôt que d'aller sur une banque d'images, choisir une photo anonyme qui parlera ou ne parlera pas à votre public, vous commandez un dessin à un dessinateur. Bon, évidemment, ça a un certain coût et il faut toujours garder cet objectif de coût en tête, mais malgré tout, ça peut être intéressant, une fois de temps en temps, pour frapper l'imagination. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas communiquer sur vos produits avec des dessins et un peu d'humour? Vous pouvez aussi commander des petites animations. Vous pouvez utiliser des slides ou des présentations pour faire votre pub. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'ailleurs je vais le faire,
de partager par après le slide créé pour cette présentation, de le mettre sur le site internet de mon entreprise, de le mettre sur un outil de partage de slides comme SlideShare. Rien. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que même les gens qui n'ont pas assisté à la présentation pourront lire les slides. Et ce que je partage, ce n'est pas du contenu sensible. Hein. Oui, ok, il y a un peu la structure, tout le machin, mais finalement, qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un slide? C'est ce que je raconte sur base de ce slide, c'est pas ce qu'il y a sur le slide. Et donc vous pouvez très très bien partager des slides, des présentations clients, n'importe quoi, vous pouvez partager ça. Pensez à ça, c'est intéressant. En plus, c'est déjà fait. Vous avez l'outil à votre disposition, il n'y a plus qu'à le partager. Et en plus de ça, il y a un truc qui s'appelle SlideShare et qui vous permet précisément de partager des slides. Et ça peut être lié à votre compte LinkedIn, il y a moyen de faire plein de choses. L'imagination est au pouvoir, profitez-en. Alors, puisqu'on parlait de SlideShare, c'est un réseau social, évidemment, pensez aux réseaux sociaux, c'est important. Alors vous avez les grands classiques, que sont Facebook. Alors Facebook, vous pouvez créer des pages sur Facebook, vous pouvez y mettre du contenu, vous pouvez y relayer le contenu de votre site web, vous pouvez organiser des concours, vous pouvez organiser des événements, vous pouvez demander à développer des petites applications, soit pour faire des concours, soit pour plein d'autres objectifs, des petits jeux, n'importe quoi. Il y a moyen de faire plein de choses, et ce n'est pas nécessairement non plus des budgets gigantesques. C'est ça qui est génial, c'est que de nos jours, tout ça, ça se démocratise, c'est à la portée de tout le monde, et ça coûte finalement beaucoup moins cher, et c'est plus original qu'une campagne d'affichage en 20 mètres carrés. Vous avez LinkedIn. Je suppose que tout le monde, ou plus ou moins ici, a son CV sur LinkedIn. Qui a son CV sur LinkedIn? Ah, voilà. Profitez-en, utilisez LinkedIn. Vous avez 100, 200, 300, 500, 1000 personnes dans votre réseau. Vous avez un contenu qui est partagé sur la page de votre site web, pourquoi pas le partager sur votre profil LinkedIn? Utilisez-le, il est là pour ça. Vous pouvez créer des pages d'entreprise sur LinkedIn aussi, ça c'est un truc qui date de quelques mois. Vous pouvez créer une page pour votre entreprise, sur laquelle vous allez pouvoir aussi faire la promotion de vos produits, de vos services. Vous avez ce qu'on appelle les status updates, c'est exactement comme sur Facebook. Vous pouvez mettre des choses, vous pouvez communiquer des choses à votre réseau. Alors en plus de ça, il y a plein de plugins dans LinkedIn qui vous permettent de partager du contenu. Par exemple, si votre site est en WordPress, il y a un plugin WordPress pour LinkedIn qui va directement chercher le contenu sur votre site, les nouvelles choses postées, et qui les met sur votre profil LinkedIn. Et puis vous avez Twitter aussi, hein, l'omniprésent Twitter. Twitter est un excellent outil de communication. Parce que Twitter est un outil de partage. Vous arrivez, vous lisez des choses, vous réagissez à des choses, et le fait de réagir à des choses vous permet aussi quelque part de démontrer une compétence. Et c'est ce que vous voulez faire vis-à-vis de vos clients potentiels aussi, c'est de démontrer une compétence. Ça vous permet aussi d'entrer en contact avec d'autres gens qui sont peut-être confrontés à la même problématique que vous. C'est un outil de partage sur lequel vous pouvez également construire votre image. Et puis il y a les autres réseaux sociaux. Ceux dont on parle moins, mais qui sont tout aussi adaptés à la communication de votre entreprise. Alors, vous avez d'abord YouTube, Dailymotion, Vimeo, tous les réseaux de partage de vidéos. Vous savez que même la Fédération des notaires de Belgique a un canal YouTube de nos jours. Et en plus, un canal vachement intéressant. Ils postent des petites vidéos de 2-3 minutes sur des domaines qui relèvent de la compétence des notaires. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de mariage? Comment ça marche une succession? À quoi faut-il faire attention quand on signe un compromis de vente d'un immeuble, etc., etc. Donc du contenu qui est intéressant pour les gens et qui leur permet petit à petit de changer l'image du notaire et de faire de cette image qu'on a tous de quelqu'un de poussiéreux dans une étude avec plein de dossiers partout, quelque chose d'un petit peu plus moderne, quelqu'un qui est en prise avec la réalité, avec le quotidien des gens. Vous avez SlideShare, dont je viens de parler, vous avez Script, qui sont des outils soit de partage de présentations, soit de partage de livres électroniques, de brochures, de ce que vous voulez. Vous avez Pinterest. Vous connaissez Pinterest? C'est un outil de partage de photos et d'images. C'est absolument génial, hein. Vous surfez sur Internet, vous voyez une image qui vous plaît, plac, vous la mettez sur votre compte Pinterest. C'est super génial pour partager des infographies, par exemple, ou pour partager des présentations, ou pour partager les petits dessins que vous avez fait créer par ailleurs. Vous avez Instagram.
Vous avez Flickr pour partager des photos. Il y a énormément de marques qui emploient Flickr. Toutes les marques d'automobiles sont sur Flickr. Et ils postent plein de photos de leurs beaux modèles. Mais voilà, c'est intéressant, ça permet de communiquer, encore une fois, ça permet de créer une image, ça permet de construire leur image. Vous avez Tumblr, vous avez Scoopit. Scoopit, c'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez Scoopit. C'est un outil de partage de contenu. Vous voyez des contenus qui vous intéressent sur le web, vous voyez des articles sur des sujets qui vous passionnent. Vous le mettez dans votre petite... il y a un petit plugin à mettre dans votre navigateur, vous mettez un petit Scoopit dessus. Ça vous permet de construire une page Scoopit dans laquelle vous avez tous les contenus que vous avez sélectionnés. C'est ce qu'on appelle faire de la curation de contenu. Donc c'est utiliser les contenus d'autres gens et s'en servir pour démontrer votre compétence et le fait que vous connaissez votre marché et que vous connaissez les choses qui sont importantes. C'est un outil très puissant aussi. De nos jours, vous n'êtes pas obligé tout le temps de créer du contenu. Vous pouvez aussi utiliser le contenu des autres. Vous avez une valeur ajoutée en tant qu'agrégateur de contenu, en fait. Vous sélectionnez pour votre public des contenus qui pourraient les intéresser et qui sont évidemment liés à vos domaines de compétences. On a tous fait ça. Vous avez des gens dans votre entourage sur Facebook qui partagent des articles sur des thèmes qui vous intéressent. Vous allez les lire. Et vous ne les auriez peut-être pas lus, ou vous ne seriez pas allé sur le site de tel ou tel journal pour vous dire « Tiens, je vais regarder s'il n'y a pas un article sur tel truc ». Non, par contre, ça apparaît dans votre feed Facebook, paf, vous regardez. Ce qui est intéressant avec Scoopit aussi, c'est que ça vous permet, vous avez après des petits plugins, vous pouvez intégrer un flux Scoopit sur la page de votre site Internet. Et donc vous pouvez lier tout ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce côté, on a plein de petites stratégies de communication à gauche, à droite, mais maintenant, de nos jours, il existe des outils pour tout lier, pour tout mettre ensemble. Pensez-y, réfléchissez-y dans votre stratégie. Tiens, est-ce que ce serait intéressant pour nous d'avoir un flux sur Scoopit? Est-ce que ce serait intéressant de mettre des photos sur Flickr ou pas? Après, ça va dépendre de ce que vous voulez en faire. Je ne sais pas si vous avez assisté à la première présentation de la journée sur la créativité, Punk Management. C'est une des leçons que je retire de cette présentation, c'est qu'effectivement, la créativité est au pouvoir. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser tous ces outils qui sont là autour de vous. Des réseaux sociaux, il y en a des centaines aujourd'hui. Il y en a peut-être plein que vous pourrez utiliser pour partager votre contenu, pour contribuer à construire votre image. Plein. Alors, n'oubliez pas éventuellement, non, évidemment, pas éventuellement, d'optimiser votre contenu pour Google. Vous êtes lu par des lecteurs, certes, mais vous êtes trouvé par des robots. C'est comme ça qu'on appelle l'algorithme de Google. On dit que c'est un robot qui passe son temps à surfer sur le web et à lire toutes les pages et à indexer les contenus, de manière à ce que quand les gens posent des questions, ces contenus ressortent, les contenus qui sont les plus pertinents par rapport à leurs questions, ressortent dans les résultats de recherche. Alors vous ne devez pas écrire, vous êtes lu par des lecteurs, et c'est les lecteurs qui vont vous acheter leurs produits, ce n'est pas les robots, mais c'est les robots qui vont aider les lecteurs à vous trouver. Et donc, optimiser vos pages pour le référencement, c'est important. Et pour ça, quelques petits trucs, parce que sur le référencement, on peut faire une conférence d'une journée. Une chose importante à faire, c'est regarder sous le capot de votre site. Il y a un tas de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu quand on regarde, mais qui contribuent à augmenter votre place dans le classement Google. Et c'est le fait, par exemple, et c'est un bête truc, et ça arrive tout le temps, les concepteurs de sites web n'ont pas nécessairement toujours une optique SEO quand ils prévoient un site web, et donc des articles ont des titres qui ne sont pas identifiés par les balises HTML H1, mais par des balises H2. Alors là, je rentre dans les trucs techniques, j'ai peut-être perdu une grosse partie d'entre vous. Mais donc, il y a des balises dans le code HTML qui disent ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre. Et parfois, une page est identifiée en dessous du capot comme étant un sous-titre et pas un titre. Mais le problème, c'est que si c'est identifié comme un sous-titre et pas comme un titre par Google, qu'est-ce qui va se passer? Google va se dire, oui, c'est un sous-titre, c'est moins important. Et donc, moins important dans son classement, et donc ça va ressortir moins haut dans les résultats de recherche. Et ça, c'est un truc qu'il est relativement facile de faire, c'est vérifier. Vous pouvez faire ça vous-même, vous faites afficher code source dans votre navigateur, et puis vous regardez, vous cherchez votre titre, et vous voyez s'il est entouré de deux petites balises, c'est plus petit H1 plus grand, et puis votre titre, et puis plus petit barre H1 plus grand.
Si votre titre est entouré de ça, c'est bien. Si c'est H2 au lieu de H1, vous devez parler à votre concepteur de site web. Ça, c'est l'exemple de petites choses qu'on peut faire pour améliorer son contenu. Vous avez aussi ce qu'on appelle les métatags, qui sont en fait des mots-clés que vous placez, qui ne sont pas sur la page, mais que Google va trouver. Et même chose, hein, vous regardez, il y a une balise qui va commencer par méta, machin truc, enfin plus petit, méta, et puis plein d'explications. Et là, vous allez trouver vos mots-clés. Deuxièmement, réfléchissez. Alors, comme je vous disais, hein, le bouquin, le référencement SEO pour les nuls est très très bien pour ça. Réfléchissez à quels sont les mots-clés les plus appropriés pour votre entreprise, pour les services ou les produits que vous proposez, et parsemez-en vos textes. Mettez-en dans les titres, c'est bien. Parce que Google offre une place plus importante dans son classement de sites lorsqu'il référence. Il offre des places plus importantes aux mots-clés, une importance plus grande aux mots-clés lorsqu'ils se retrouvent dans des endroits importants. Et les endroits importants, c'est quoi? C'est le titre, c'est les sous-titres, c'est le début du texte, c'est tous les mots qui sont mis en forme, gras, italique, bullet points, tout ce que vous voulez. Assurez-vous que les mots-clés que vous avez identifiés s'y retrouvent. Pas trop, évidemment, parce que Google a aussi des algorithmes pour contrer le fait des gens qui mettent le même mot-clé partout à travers la page. Et de toute façon, même si Google ne le faisait pas, rappelez-vous que vous êtes lu par des lecteurs, c'est-à-dire des humains, et quand ils voient 25 fois le même mot-clé répété à travers la page, ils vont se lasser. Il y a un responsable de chez Google qui a dit un jour combien est-ce qu'il faut mettre de mots-clés à l'intérieur d'un texte, suffisamment pour que ça ait encore l'air naturel. Lisez votre texte à quelqu'un, et s'il ne vous dit pas « Tiens, tu as répété ce mot-là 15 fois », c'est bon. Si vous le dit, c'est que vous êtes parti dans la mauvaise direction, vous êtes tombé du côté obscur de la force, et Google n'aime pas les gens qui tombent du côté obscur de la force. Faites-vous référencer par d'autres. Intervenez sur des forums. Pas juste pour... Parce que ce que détestent le plus les gens qui sont sur des forums, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui errent encore dans les forums, identifiez les forums qui correspondent. Donc des forums de discussion, c'est des endroits où les gens discutent de sujets particuliers. Et il y a des forums pour les amateurs de plein de choses, il y a des forums pour des informaticiens, il y a des forums pour les gens qui sont actifs dans les ressources humaines, peu importe, il y en a plein. Identifiez-les, intervenez sur les forums qui correspondent aux produits ou aux services que vous offrez. Intervenez-y régulièrement, construisez-vous une crédibilité, construisez-vous un public, et quand vous partagerez des contenus, de un, ça fera un lien vers votre site, et de deux, les gens iront peut-être le voir. Et vous aurez créé quelque chose. Mais l'Internet est une auberge espagnole, chacun apporte quelque chose, et vous serez récompensé en fonction de ce que vous apportez. Donc il ne suffit pas d'arriver, de bazarder votre contenu et puis de repartir. Ça, les gens détestent. C'est la même chose sur Twitter. Hein. Ne vous servez pas juste de Twitter pour inonder vos lecteurs de posts. Ça n'a aucun intérêt. Engagez le dialogue avec eux. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une ère de dialogue. Il va falloir s'y faire et il faut agir en fonction de ça. Mais c'est très bien parce que ça vous donne l'occasion. Moi, j'ai déjà trouvé des clients sur Twitter ou des fournisseurs de services pour des choses dont moi j'avais besoin. Vous trouvez des choses sur les réseaux sociaux. Vous y trouvez plein de choses si vous êtes prêt à donner. Achetez des mots-clés, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on appelle le SEA. Ça peut vous permettre parfois de figurer en haut des résultats de recherche. Si vous regardez sur Google, vous avez dans votre page de résultats, il y a souvent des trucs qui sont mis dans une espèce de cadre jaune au-dessus des résultats de recherche. Ce sont les pages des sociétés qui ont payé pour être référencées sur ce mot-là. C'est intéressant, ce n'est pas nécessairement coûteux. Et surtout, vous contrôlez le budget. Vous pouvez dire, tiens, ben voilà, une fois que j'ai dépensé autant d'euros, autant de centaines d'euros, autant de milliers d'euros, ça s'arrête, je ne veux plus. Donc vous avez un contrôle sur le budget que vous consacrez à ce genre de politique. Et puis, créer régulièrement du nouveau contenu. Aujourd'hui, les algorithmes de recherche de Google sont faits pour favoriser les sites qui sont régulièrement mis à jour. L'époque où on créait un site web pour une société, et puis il était là, et on le laissait pendant 2 ans, et puis dans 2 ans, on regardait s'il correspondait encore à ce qu'on voulait et à ce qu'on était, est révolu. Aujourd'hui, vous devez créer, vous devez apporter. Plus vous créez, plus vous êtes actif, plus vous serez référencé vers le haut sur Google. Racontez des histoires. Ça aussi, c'est important. Je ne veux pas dire par là, faites croire n'importe quoi à vos clients potentiels, bien sûr, hein, mais racontez-leur des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier. Connectez-vous.
Créez de l'implication de la part de vos lecteurs. Mettez vos entreprises en scène dans un récit qui met en avant sa value proposition, donc c'est ses caractéristiques les plus importantes. Il y a 2 ans, il y a une société de services informatiques qui s'appelle CGK, une société flamande. Ils ont une super idée pour leur rapport annuel. Plutôt que de faire un rapport annuel, ils ont fait une vidéo et dans leur rapport annuel un récit qui racontait l'histoire d'une famille ordinaire. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt ? C'est que cette famille ordinaire, tout au long de l'évolution de sa journée, était en contact avec des entreprises, des organisations qui utilisaient les services de CGK pour fournir leurs services ou leurs produits à cette famille. Et c'était, par exemple, il y avait le petit qui avait un accident à l'école et on l'emmenait à l'hôpital. Et l'hôpital était, les serveurs informatiques sur lesquels se trouvait le dossier médical de l'enfant étaient administrés par la société CGK. Il y roulait dans une voiture et en fait le garage avait aussi, au fond, la marque, je ne sais plus, le concessionnaire faisait appel au logiciel, au service de data center de la société. Donc vous avez un récit auquel les gens peuvent s'identifier. L'histoire d'une famille, c'est chouette, c'est sympa à lire, et ça change du rapport annuel classique en plus. Hein. On est dans quelque chose de tout à fait différent. Je crois que c'est le seul rapport annuel que j'ai lu de ma vie. À part ceux que j'écris, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui le lisent, à part mes clients. Non, c'est pas vrai, je suis sûr que mes rapports annuels sont lus. Parce que justement, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de mettre dedans des récits. Quand j'ai des clients qui me commandent des rapports annuels, je leur dis « Ok, ça va, nickel, on fait un rapport annuel, mais racontez quelque chose, racontez ce que vous faites, expliquez ce que vous faites, expliquez pourquoi vous le faites. Allez voir des clients, convainquez-les de venir raconter votre histoire, pourquoi ils ont fait appel à vous et qu'est-ce que vous avez gagné en faisant... qu'est-ce qu'ils ont gagné en faisant appel à vous. Ça, ce sont des choses importantes, ce sont des choses intéressantes. Vous lisez un rapport annuel, et plutôt que d'avoir l'habituel blablabla du conseil d'administration qui explique que la conjoncture économique, etc., etc., non, vous avez 5 récits de clients qui disent « Ouais, ces gars-là, ils sont vraiment géniaux. Parce qu'ils ont fait ça, et alors j'avais ce besoin-là, ils sont arrivés, ils m'ont dit ça, et puis ils ont fait ça, et après, mon problème était résolu. » Ben, c'est quand même plus sympa à lire comme contenu. Puis ça vous permet de voir aussi, tiens, cette société, ben, elle peut peut-être correspondre à ce que je cherche. Et puis tant qu'on y est, puisque vous avez mis ça dans votre rapport annuel, mettez ça sur votre site web. Utilisez les recommandations sur LinkedIn. Que les gens puissent s'identifier à un récit. Raconter des récits, c'est important. Mettez votre client, mettez votre prospect en situation. Faites un storytelling où vous expliquez le problème auquel votre entreprise apporte une solution. Vous lisez ce truc, vous dites « Ah ouais, ça m'est déjà arrivé aussi ». Et puis la société arrive avec une solution. Bah oui, ça peut être intéressant, pourquoi pas. En tout cas, vous avez mis votre lecteur en situation. Et vous l'avez mis dans une situation où il est plus facile pour lui de comprendre exactement ce que vous offrez et pourquoi ce que vous offrez pourrait correspondre à ce dont vous avez besoin. Suscitez des émotions positives. Parlez en termes positifs, ça c'est super important. Essayez de ne pas parler en termes négatifs. Allez vers vos valeurs, communiquez en direction de vos valeurs plutôt qu'en opposition à des choses qui ne sont pas vous. Ça peut paraître tout bête, hein, mais si vous êtes positif, quand vous croisez les gens, c'est la même chose. Hein, vous croisez quelqu'un et il vous dit « Oh, aujourd'hui ça va pas ». Si c'est votre ami, à la rigueur, vous vous asseyez à côté de lui, vous dites « Bon, allez, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Si ce n'est pas un ami, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire « Oh tiens, on m'attend là-bas, oh, on m'a appelé ». Ben, c'est la même chose quand vous êtes sur un site web. Hein. Si vous racontez des choses négatives, si vous dites « Oui, alors et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas ben, », c'est sûr que ça va pas marcher non plus. Ou alors, vous pouvez le tourner à l'humour et dire « Tiens, oui, mais alors voilà, ça c'est... et puis quand on fait comme ça va beaucoup mieux. » Mais vous avez toujours derrière une communication qui est positive. Et c'est ça qui est important, être positif. Et enfin, et surtout, restez simple. Vous avez déjà tous eu affaire à des gens qui vous parlaient et qui s'écoutaient parler. Hein? Il n'y a rien de plus horrible. Bon, ben, y a des gens qui s'écrivent, qui écrivent, qui sont censés vous écrire. En fait, ils s'écrivent à eux-mêmes. Ils sont en train de se raconter comment ils sont beaux et comment ils écrivent bien. Votre but quand vous communiquez, et ça c'est la première grande leçon qu'apprennent tous les professionnels de l'écriture comme moi, et généralement à leurs dépens, et après ils ne font plus l'erreur, vous n'écrivez pas pour montrer à quel point vous êtes super compétent dans l'écriture. Non, vous écrivez pour communiquer avec un public. Et donc, vous écrivez pour parler à ce public. Et pas pour lui dire que vous êtes beau, non, pour lui dire que lui est beau. Ou qu'il a des choses à apprendre de vous. Mais vous ne parlez pas de vous.
Donc cultivez la simplicité. Alors, soyez clairs. Faites des phrases courtes. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai trébuché moi-même sur ma gigantesque phrase. Alors, ça arrive moins vite à l'écrit, mais ça arrive aussi. Hein. Le nombre de phrases alambiquées et mal conçues que j'ai déjà vues sur des sites web, c'est énorme. Et pourtant, c'est tout simple. Hein. Vous prenez la même phrase, vous mettez 2 points au milieu, vous retirez une ou 2 conjonctions de coordination, et c'est bon, vous avez 3 phrases qui tiennent très très bien toutes seules et qui sont beaucoup plus agréables à lire. En général, hein, la plupart des propositions subordonnées, et surtout les propositions relatives, vous pouvez vous en passer. Et vos lecteurs aussi. Et ils seront bien contents de s'en passer, parce que des phrases courtes, des phrases incisives, c'est plus agréable à lire que des phrases longues et compliquées où on ne sait plus très bien comment ça marche. Les néerlandophones font beaucoup moins l'erreur, parce que chez eux, avec ces histoires de rejet du verbe, hein, vous avez tous fait du néerlandais, vous savez comment ça marche, hein, ce verbe qu'on est censé mettre à la fin, mais si on a une deuxième proposition... Du coup, même les journalistes néerlandophones se disent « Soyons simples, n'en mettons pas trop des subordonnés, c'est trop compliqué. » Nous, évidemment, on n'a pas ce problème-là, donc du coup, on en met plein. Pas une bonne chose, évitez-les. Soyez concis. Alors, lorsque vous écrivez un article, lorsque vous faites une vidéo, lorsque vous faites une présentation, concentrez-vous sur un seul message à la fois. Vous avez un message à faire passer. Si vous en avez un autre, eh ben, c'est pas grave, vous faites un deuxième texte, une deuxième vidéo. Ne mélangez pas. Construire un texte pour qu'il soit vraiment efficace, en général, ça marche beaucoup mieux, surtout si vous n'êtes pas un professionnel, en allant dans une seule direction à la fois. Et enfin, pour conclure, qui connaît ce monsieur? Edison, tout à fait. Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique. Celle que maintenant on doit mettre à la poubelle parce qu'on emploie des ampoules économiques. C'est lui. Il a écrit « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Et la bonne nouvelle, c'est que moi, vous, nous tous, on est tous capables de transpirer. Transpirez et ça marchera.